Bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député RN de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. On a beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre. Évidemment, l'enjeu du budget, les municipales qui arrivent, la crise agricole. Mais on voulait commencer par l'annonce du jour. La France va se doter d'un nouveau porte-avions, nouvelle génération. Vous avez écouté sans doute Emmanuel Macron depuis la base d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Est-ce que vous saluez cette annonce à l'heure où la menace est plus que jamais présente ? Alors tout d'abord, c'était une annonce prévisible puisque cette construction de porte-avions était prévue dans la loi de programmation militaire. Donc il n'y a pas de nouveauté ni d'annonce fracassante. Ensuite, ce n'est pas un deuxième porte-avions, mais c'est un porte-avions de remplacement pour le Charles de Gaulle qui verrait donc sa construction aboutir en 2038. Oui, avec beaucoup plus de capacité, plus puissant. Certes, mais ça restera un porte-avions pour notre marine nationale et pas deux porte-avions. C'est adapté à la menace et à la guerre qui, selon tous les experts, est possible demain ? Écoutez, ce qui doit être adapté, c'est évidemment notre appareil de défense. Nous le disons depuis de nombreuses années avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, que notre capacité de défense est malheureusement sous-dotée. Et j'allais dire qu'il y a une contradiction entre le talent, le mérite et puis l'exceptionnel savoir-faire de nos militaires, qui est reconnu partout dans le monde, et j'allais dire le détricotage progressif de notre appareil de défense qui a été voulu par les différents gouvernements, les différents... Parce que le budget des armées, quand même, depuis 2017, il a augmenté de 56%. On l'a toujours voté. Une augmentation des crédits. Vous l'avez toujours voté, absolument ? On a toujours voté, effectivement. Marine Le Pen, demain, ou Jordan Bardella au pouvoir, vous souhaiteriez une montée en charge plus forte de la défense par rapport, en proportion du PIB ? Et surtout, comment est-ce que vous le financeriez, cette montée en charge ? Alors, nous souhaitons effectivement que l'armée française soit en capacité de répondre aux différentes menaces. Nous souhaitons donner les moyens à nos militaires qui effectuent une mission capitale pour assurer la défense de nos intérêts ici en France et partout dans le monde. Concernant le financement, vous le savez, on l'a dans le cadre du débat budgétaire proposé des pistes d'économie sérieuses, notamment sur le train de vie de l'État, notamment sur la lutte contre la fraude, notamment sur les gaspillages qui sont nombreux dans notre pays, parce qu'on est un pays très riche qui gaspille malheureusement beaucoup. Donc très clairement, le financement, nous l'avons. C'est pas une question. La baisse aussi de la France au budget de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Aussi, ce qui n'est pas neutre quand on sait le nombre de coopérations qu'on peut avoir avec nos voisins allemands, mais avec d'autres partenaires européens quand même. Si on parle de l'Union européenne, on parle souvent d'armée européenne. Vous savez, il y a une armée européenne, effectivement, c'est l'armée française. C'est l'armée française. C'est l'armée française qui protège l'Europe, d'ailleurs en Afrique ou sur le front du terrorisme. Militaire soit remise en cause. Est-ce que vous êtes inquiet de ça vraiment ? Nous sommes inquiets. Personne ne parle d'armée européenne aujourd'hui. On parle d'un effort de défense industrielle commun peut-être, mais personne ne remettra en cause la souveraineté européenne, le commandement, les soldats. Il y a toujours. Vous pensez que c'est possible ça ? Il y a toujours cette petite musique et la volonté à la fois technocratique et quelquefois politique de certains dirigeants de vouloir mutualiser. Même mutualiser, partager notre dissuasion nucléaire. Construire en commun des armes, c'est pas une bonne idée ? Mais construire... Un avion, par exemple, de chasse. C'est une chose. Non, mais il y a une différence entre construire et agir. Il y a une différence sur le commandement. Et personne, le chef de l'État, n'a jamais dit qu'il souhaitait un commandement partagé. Emmanuel Macron ne l'a jamais dit, effectivement, textuellement. Pour autant, que ce soit dans sa majorité, enfin dans son ancienne majorité, ou que ce soit dans son groupe politique ou de ses amis, vous avez des voix qui se font entendre pour l'armée européenne et pour partager cet outil de souveraineté qui est fondamental. S'il n'y a pas d'armée française, c'est-à-dire que si on ne sait pas qui va appuyer sur le bouton, qui peut potentiellement envoyer des fils et des filles de France au combat, très clairement, ça pose un sérieux problème. Ça n'est pas d'actualité à ce jour. Ça pose la question des crédits de défense et c'est un passe budgétaire. Et donc, il n'y a pas de budget à Noël et donc il n'y a pas les 6,7 milliards d'euros supplémentaires pour nos soldats pour financer ce nouveau porte-avions et j'en passe, le spatial, la guerre des drones, la guerre hybride. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème que sans budget, les moyens supplémentaires pour la défense ne puissent pas être sur la table ? Manifestement, Emmanuel Macron n'est pas très inquiet sur le vote du budget, puisque sur le budget de nos armées et sur la construction de ce nouveau porte-avions, puisqu'il annonce cela
quelques jours, 48 heures avant un vote très important. Mais ce qui est choquant et ce qui devrait nous interpeller, c'est que le budget de la nation française, au regard des difficultés que nous connaissons, évidemment la crise de la dette, évidemment la précarisation croissante de notre pays, et j'allais dire même le déclassement de la classe moyenne de notre pays, qui est vraiment à prendre en considération. Moi, je le vois sur le terrain à l'aube des fêtes de Noël, un certain nombre de nos concitoyens, de familles, qui aujourd'hui font des efforts colossaux pour ne pas tomber dans la précarité, qui n'arrivent pas à donner et à offrir des cadeaux à leurs enfants, et qui sont dans une angoisse de l'avenir. Ça, il faut quand même alors justement, est-ce que c'est pas d'autant plus important de doter le pays d'un budget alors que vous, au RN, vous avez toujours dit non. En fait, vous aviez, depuis le début, considéré qu'il fallait l'envoyer aux oubliettes et accélérer le plus possible la dissolution. Mais, encore une fois, il y a pire qu'une absence de budget, il y a un mauvais ou un très mauvais budget. Et la politique de la peur, telle qu'elle est avancée depuis longtemps, déjà, on avait le même coup avec Michel Barnier, rappelez-vous, la motion de censure, attention, il n'y aurait plus de carte vitale, les cartes vitales ne fonctionneraient plus, et tout ça. Les Français en ont soupé. Ils ont bien vu que tout ça n'était que de la poudre de perlimpinpin. Vous souhaitez toujours la dissolution? Parce que là, on voit bien qu'elle n'est pas forcément... Alors, nous ne la souhaitons pas pour se faire plaisir. Ce qui va être choisi, Écoutez, on ne s'achemine pas vers après, ça. Le président de la République peut toujours retrouver la raison et constater qu'il y a un blocage politique dans notre pays, que rien ne peut aboutir avec cette situation politique qu'il a lui-même d'ailleurs générée avec ses amis, parce qu'on part des législatives 2024 avec un blocage dont nous subissons les conséquences aujourd'hui. La dissolution, elle aura pour le mérite d'une recomposition politique, d'une nouvelle majorité si possible, et donc d'un nouveau cap. Mais vous n'entendez pas, Julien Audoul, dans Lyon, dans votre circonscription, cette volonté, semble-t-il, des Français, en tout cas beaucoup de vos collègues députés Sans Fond Éco, de entendez-vous débrouillez nous cette affaire, y compris peut-être par lassitude. J'ai le sentiment parfois que les 577 députés, moins les 123 députés du RN, sont tous là à nous dire, nous, ce qu'on entend en circonscription, c'est des Français qui demandent de nous entendre. C'est pour ça que je suis un peu frappé à chaque fois que cette demande de stabilité n'arrive pas jusqu'à vos oreilles. C'est pas ce que j'entends. Je suis chaque semaine sur le terrain, sur les différents événements. J'étais encore hier sur le marché de Noël de Villeneuve-sur-Yonne, dans ma circonscription. Moi, ce que j'entends, c'est un profond ras-le-bol. Et c'est la volonté d'arriver au plus vite à l'élection présidentielle, parce que les Français ont compris qu'au-delà de la dissolution, ce qui pouvait débloquer le pays, n'est pas du tout au compromis pour le Rassemblement national. Et de nouvelles élections. N'empêche qu'il y a une loi spéciale, elle va être déposée demain, vous allez la discuter. Vous la voterez ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une continuité de l'État. Vous voterez la loi spéciale pour le RN ? Écoutez, la continuité de l'État, quoi qu'il arrive, elle sera assurée. Mais c'est la loi spéciale qui l'assure. Non, mais quoi qu'il arrive, elle sera mais vous voterez ou pas? Parce que ça va être très rapide comme décision à prendre. Ça va se jouer demain et après-demain à l'Assemblée. Vous le savez, on a toujours été sérieux et on a toujours été responsable. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du pays. En revanche... Donc vous la voterez pour qu'on soit bien clair. Les choix budgétaires qui sont mis sur la table par ce gouvernement sont indécents et indignes. Voilà. Et on ne peut pas continuer avec une politique qui, aujourd'hui, joue contre les intérêts des Français. Et en cela, ils nous trouveront toujours, d'une manière ou d'une autre, face à eux, parce que la situation est tellement grave. On ne fait pas de gaspillage, on continue le train de vie de l'État qui est déraisonnable, on continue l'immigration de guichet social, on continue les comités Théodule, et on impose toujours plus d'efforts aux Français qui travaillent. C'est pas normal. Mais quelle est pour vous vraiment la mesure scandaleuse que contient à date ce projet de loi de finances? Parce que pour ce qui était du projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y avait notamment le gel des pensions de retraite qui vous apparaissait comme injuste. Les socialistes avaient dit que c'était le musée des horreurs. Bon, on a vidé le musée des horreurs progressivement au détriment du déficit, mais le projet de loi de finances de la sécurité sociale est passé, sans les voix du RN, mais il est passé. Là, qu'est-ce qui, dans le projet de loi de finances, est si scandaleux? Par exemple, quand on sait qu'on a renoncé à l'année blanche, y compris pour les minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, toutes ces mesures qui étaient jugées soi-disant scandaleuses, qu'est-ce qu'il y a encore de si urticant? Alors, vous savez bien que l'année blanche, comme les jours fériés, c'était des épouvantails destinés à faire peur, qu'on allait ensuite retirer très vite pour faire passer d'autres calamités. Ce qui est très choquant, et ce qui, je pense, interpelle tous les Français, c'est que nous avons la même politique qui s'applique, qui concerne toujours les mêmes, qui demandent toujours des efforts aux mêmes, alors que l'État ne s'applique pas ces efforts. Encore une fois, si vous prenez les gaspillages, si vous prenez l'argent de la solidarité internationale, moi j'observe qu'on nous dit que nous sommes dans une situation économique critique. Pourquoi on continue à déverser de l'argent partout dans le monde? Pourquoi on continue... l'Agence française de développement sont en net recul. Non, mais encore une fois, si nous sommes en situation critique, et si nous demandons des efforts aux Français qui sont en capacité d'entendre
que la situation est difficile. Dans ce cas, il faut lutter contre tous les gaspillages. C'est dit. Et Je on ne peut pas au programme du Rassemblement national sur la fraude. Un centime d'argent public ailleurs que pour les Français. C'est dit. Une cinquantaine d'actions recensées hier encore sur les autoroutes, A62, A64, entre Bordeaux et Bayonne. On va parler de la colère agricole des agriculteurs qui ne semblent pas vouloir faire relâche à Noël. Certains ont même déjà décidé de poursuivre la mobilisation. Est-ce que vous soutenez la poursuite du mouvement ? On soutient bien évidemment les agriculteurs qui luttent non seulement pour la survie de leur métier, pour la pérennité de l'agriculture française. Mais la trêve à Noël, la pause, que même la coordination rurale qui vous est proche au niveau national... Je l'ai dit, les agriculteurs que j'ai d'accord pour une pause. étaient tout à fait responsables, en tout cas ceux que j'ai rencontrés moi dans Lyon, étaient tout à fait conscients de cette trêve de Noël et de ce moment en famille. Donc il faut que ça s'arrête à Noël. Être préservé. En tout cas, ça doit être relâché. Voilà. Relâché. Mais il est certain que compte tenu de ce qui se prépare avec le traité de libre-échange, avec le Mercosur, compte tenu de l'inflation normative qui continue d'étrangler les agriculteurs, compte tenu des conséquences de la dermatose nodulaire, ça fait beaucoup. Aucune autre profession n'a été soumise dans notre pays à autant de difficultés, sur la dermatose, à autant de contraintes et à autant de mépris aussi. Avant de parler du Mercosur, sur la dermatose, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux affaires ? Le protocole de l'abattage au premier cas détecté commence à faire ses preuves, l'épidémie commence à être contenue, l'Italie est parvenue, ça s'est bien passé finalement en Savoie. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Vous diriez, on laisse le virus se propager ? Non, mais vous savez, pour cette crise sanitaire comme pour d'autres, on nous demande toujours qu'est-ce que vous feriez maintenant ? Vous avez le missile qui va arriver en 30 secondes. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous êtes au bord du pouvoir. S'il y a une dissolution, vous serez le premier parti à regarder les intentions de votre... Surtout, ce que nous aurions fait, c'est l'anticipation. Nous sommes totalement désarmés en termes de vaccins. Nous n'avons pas anticipé cela. La France est un pays sous-doté, affaibli. Si vous vaccinez, vous avez vu 15 millions de vaches, c'est compliqué et on ne peut pas exporter. C'est ce que dit noir sur blanc l'Europe, parce que les vaches ont le virus pendant une période... Nos élus, nos députés alertent. Mon collègue Julien Rancoul, dans le département de l'Aude, il y a de ça plusieurs semaines, plusieurs mois, avait alerté le gouvernement. On lui a fait une réponse technocratique, bateau, pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Donc il y a un manque d'anticipation aussi. Il y a des capacités qui sont totalement insuffisantes en termes de vaccins également, qu'on peut retrouver d'ailleurs pour d'autres domaines. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, la stratégie, c'est la bonne ou pas ? Mais là, aujourd'hui, c'est de limiter la casse, mais surtout ce que ne ferait c'est surtout ce que ne ferait pas le Rassemblement national, c'est le déchaînement de violence, le déploiement de blindés, d'hélicoptères pour aller sanctionner des agriculteurs. Qui exprime une souffrance, qui exprime une détresse, effectivement, parce qu'il s'est passé en Ariège. 200 torts à bord de Suarez en Ariège. Non, mais on pourrait s'arrêter quand même un moment sur ça, parce que ce déploiement de force, on ne le voit pas dans les quartiers, on ne le voit pas dans des situations où ça mériterait une réponse de l'État contre les trafiquants de drogue, contre la délinquance et la criminalité organisée, et contre des hommes et des femmes qui sont désespérés de voir toute une vie de travail partir en fumée. Vous avez cette violence, c'est pas possible. Moi, sur la question du soutien au protocole sanitaire d'une partie du monde agricole et plus largement même au Mercosur, la FNSEA, qui, on le sait, n'est pas toujours en phase avec les orientations de la coordination rurale, encore moins, nettement moins, de la Confédération paysanne, dit qu'au fond, il faut poursuivre ce protocole et que c'est la meilleure manière, précisément, de pouvoir reprendre les exports. Est-ce que, comme Marine Le Pen, il y a un an, je me souviens de son meeting dans l'Eure il y a un an, elle avait eu des mots particulièrement durs à la FNSEA, disant qu'au fond, il participe du malheur des agriculteurs en ayant en tête que le libre-échange et l'Union européenne. Est-ce que vous pensez aussi que la FNSEA est responsable d'une partie de ce qui arrive aux agriculteurs aujourd'hui ? Écoutez, la FNSEA et notamment sa direction a fait des choix politiques au moment des élections présidentielles, des choix qui ont été très clairs dans le soutien à Emmanuel Macron. Ce soutien, il le paye actuellement. On ne peut pas en même temps soutenir l'homme des traités de libre-échange, Emmanuel Macron, l'homme qui a effondré une partie depuis 8 ans de notre production agricole par le biais notamment du Green Deal et de la soumission aux technocrates de Bruxelles,
et en même temps venir pleurer sur les lait renversés en disant que c'est méchant les traités de libre-échange. À un moment donné, il faut être cohérent. Nous, on a toujours été très clairs. Non ? Exactement, je suis iconais même. Et il y a quand même des viticulteurs chez vous, il y a du très bon vin. Par exemple. Ils ont quand même tout à gagner de ce traité. C'est plus compliqué. Ils l'attendent parce que regardez ce qui se passe avec Donald Trump qui ferme ses frontières commerciales, avec la Chine qui massivement importe en Europe. Est-ce qu'on n'a pas besoin de débouchés pour les vins spiritueux notamment? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement trouver des solutions sur le secteur des bovins et de la volaille, mais laisser ces nouveaux tarifs préférentiels pour des nouveaux débouchés d'Amérique du Sud que vos électeurs attendent? J'entends ces arguments. Alors premièrement, les viticulteurs bourguignons et particulièrement iconais, alors pas forcément de ma circonscription, mais du Chablisien, n'attendent pas et n'ont pas besoin du traité du Mercosur pour exporter et pour... Bien sûr, mais ce serait gagnant pour eux d'avoir de nouveaux marchés. Encore une fois, on a comme l'industrie, la pharmacie un française. patrimoine viticole qui se porte bien, heureusement, et heureusement d'ailleurs qu'il y a le vin pour la balance commerciale de notre pays. Mais très clairement, là, j'entends cet argument qui dit qu'il faut négocier l'amputation. Voilà. Plutôt qu'un bras, on va s'amputer un demi-bras ou une main. Très bien. Nous, ce que nous souhaitons, c'est l'exception agriculturelle française. C'est-à-dire que l'agriculture est sortie, nous voulons la sortir des traités de libre-échange. Pourquoi ? Parce que c'est un trésor national. Pourquoi ? Parce que c'est l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Je vous rappelle que pour la première fois cette année, la France n'est plus autosuffisante. Qui aurait pensé ça il y a encore 10 ans ou 20 ans ? Et que nous ne pouvons pas instaurer une concurrence déloyale, nous ne pouvons pas infliger à nos agriculteurs qui produisent une qualité exceptionnelle, peut-être la meilleure du monde, qui ont à la fois des normes européennes, nationales, qui ont produit plus vert que vert, avec des objectifs toujours plus contraignants, on ne peut pas les mettre en concurrence avec des produits donc vous ne remerciez pas du tout Emmanuel Macron pour le report d'un mois social. Le report d'un mois du traité. Certainement pas. Merci Giorgia Meloni au moins, peut-être. Pardon. Non, merci Giorgia Meloni pour le report quand même, à défaut d'Emmanuel Macron. Parce qu'en l'occurrence, elle a joué un rôle dans la possibilité pour la France de repousser cette échéance. Ce qui est quand même navrant, que l'on doive se tourner vers la chef de l'État italienne pour défendre nos agriculteurs, en tout cas pour leur épargner une souffrance immédiate. Monsieur Macron, je le dis, n'a qu'un seul objectif avec ses amis européistes, c'est remplacer l'agriculture française. Voilà. Il veut que les éleveurs du Charolais, notamment, soient remplacés par des éleveurs brésiliens. Il veut que les céréaliers de nos terroirs soient remplacés par des céréaliers ukrainiens. Voilà. C'est tout ce que nous ne souhaitons pas. Nous voulons une production française et que l'agriculture française vive et continue à nourrir les Français et à faire rayonner l'excellence gastronomique dans le monde. Je voudrais qu'on parle des municipales parce qu'elles arrivent, c'est mars prochain, 600 listes RN, c'est beaucoup. Combien de villes espérez-vous ? J'allais dire le maximum. Je ne pourrais pas vous donner évidemment de pronostics et les Français en décideront. Mais nous avons, compte tenu de la dynamique qui est la nôtre, compte tenu surtout de la politique de la preuve dans les municipalités que nous avons gagnées, où nous enregistrons de très bons résultats au niveau local, à Perpignan, à Hénin-Beaumont, à Hayange, notamment à Beaucaire. À chaque fois que nous avons gagné une municipalité, nos maires ont été souvent réélus au premier tour, la fiscalité a été baissée, la sécurité a été renforcée, le cadre de vie a été renouvelé. Donc, encore une fois, il y a une politique de la preuve que nous souhaitons. Il n'y aura pas de brebis galeuses cette fois-ci sur les listes, parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé aux précédentes législatives anticipées. Je crois que vous avez mis le paquet. Là, il y a même une société qui a passé au crible tous les profils. Nous avons encore une fois un contrôle de nos candidats. Nous avons d'excellents candidats dans différentes villes qui pourront demain être d'excellents maires. Mediapart a manifestement déjà épinglé une douzaine de candidats. Mediapart pour des propos racistes, antisémites et dans son travail militant d'extrême gauche. Cet article est mensonger, premièrement, caricatural, et dans une logique qui est toujours la même de Mediapart, de salir les candidats du Rassemblement national, y compris d'ailleurs quand ils sont innocents de tout ce qu'on leur reproche, parce que vous avez énormément de caricatures et de mensonges. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous aurons beaucoup de mairies Rassemblement national et que nous amorcerons la dynamique de la présidentielle. Avec des fusions de listes avec la droite, entre les deux tours ? Mais pourquoi pas ? Nicolas Sarkozy, effectivement. Il travaille manifestement, lui qui souhaite un très large rassemblement. Mais il a des propos lucides sur le Rassemblement national et je pense que beaucoup d'électeurs de droite qui ont été orphelins
peut-être pas forcément de sa politique, mais en tout cas de son positionnement, de ses messages, d'une volonté de défendre notre souveraineté, notre identité, le pouvoir d'achat des Français, beaucoup d'électeurs de droite se tournent désormais vers Jordan Bardella et Marine Le Pen Une coalition, pour défendre leurs idées. c'est envisageable, une alliance électorale, tout simplement, LR, RN. Et surtout, comment expliquez-vous qu'à date, les municipales ne soient pas véritablement ce laboratoire de l'union des droites, ou en tout cas d'une fusion, mais plus en réalité des alliances qu'on a toujours connues entre Bruno Retailleau, Édouard Philippe, qui mettent au point des alliances assez classiques entre droite et centre, au fond. On a déjà noué une alliance avec Éric Ciotti et avec une partie du parti LR au moment des législatives 2024. C'est une alliance qui est extrêmement intéressante et qui montre à l'Assemblée nationale une vraie force et une vraie cohérence, avec des sensibilités différentes, mais c'est le propre d'une Mais Éric Ciotti a dû quitter les LR, hein. Ça fait quand même une sacrée différence. Vous pourriez organiser... Ça a été l'un des seuls, effectivement, à avoir le courage de défendre ses convictions, plutôt que de défendre un parti moribond qui allait se macroniser. Mais nous, au-delà des appareils, parce que vous avez remarqué que le parti LR est relativement restreint maintenant, et même il est extrêmement divisé, on ne sait plus à quel sein se vouer au sein du parti LR. Nous, ce que nous souhaitons, c'est rassembler très largement tous les électeurs, tous les sympathisants qui se retrouvent dans notre programme et qui, aujourd'hui, sont désespérés par l'état de leur pays, se disent qu'il y a une alternative de se rassembler autour d'une locomotive qui est le Rassemblement national, de deux personnalités majeures qui sont reconnues et adorées dans le paysage politique français, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et très clairement, il y a une possibilité de gagner en 2027 autour du Rassemblement national. Et si cependant, dans certaines villes, vous n'êtes pas la locomotive de ces municipales, je pense à Paris par exemple, si vous vous trouvez être faiseur de roi, est-ce que vous accepterez au moment de l'entre-deux tours de permettre peut-être d'être la force qui permet la victoire de profils comme Rachida Dati? Côté Reconquête, Sarah Knafo dit que cette alliance serait d'aventure naturelle. Est-ce que vous diriez pareil pour Thierry Mariani, le candidat du RN à Paris? Thierry Mariani vous répondra à ma place. Le candidat mais ce qui est certain, en tout cas, pour ne pas dénaturer sa pensée, il est certain que nous souhaitons épargner aux Parisiennes et aux Parisiens la continuité d'une gestion calamiteuse de gauche. Ça, c'est certain. Je pense que la ville lumière s'est obscurcie depuis que Anne Hidalgo occupe l'hôtel de ville et qu'il y a un besoin d'alternance et de changement. Mais nous souhaitons que ça se fasse principalement, prioritairement, avec le maximum de voix autour de la candidature de Thierry Mariani. On s'arrête là, merci. Merci à vous. Merci beaucoup Julien Audoul d'avoir été l'invité de France Info.